Bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter cet épisode bien particulier, puisque nous nous sommes retrouvés avec Mathilde, la voix derrière le podcast Parentalité, pour parler de notre expérience avec nos podcasts respectifs et surtout réfléchir ensemble à l'impact du podcast dans le domaine de l'éducation. Dans notre ère du numérique, de l'information instantanée et accessible à tous, le podcast se révèle être bien plus qu'un simple divertissement auditif. Il est devenu un moyen puissant de diffuser des idées, d'explorer des concepts complexes et de remodeler notre compréhension de l'éducation. Cet épisode est à la fois très personnel, mais aussi une exploration sur des thèmes qui me sont chers. J'espère que ce format va vous plaire. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Stéphanie Descleb, qui anime et réalise le podcast Les adultes de demain. Ce 24 janvier est la journée internationale de l'éducation et nous avons voulu réfléchir ensemble à l'impact du podcast dans ce domaine à travers nos expériences à l'une et à l'autre. Le monde de l'éducation a énormément évolué ces dernières années. Les approches éducatives se multiplient et celles-ci se diffusent davantage qu'autrefois. Dans notre ère du numérique, de l'information instantanée et accessible à tous, le podcast se révèle être bien plus qu'un simple divertissement auditif. Il est devenu un moyen puissant de diffuser des idées, d'explorer des concepts complexes et de remodeler notre compréhension de l'éducation. Plongeons ensemble dans cette exploration. Bonjour Stéphanie. Salut Mathilde. Alors, quel a été ton objectif, ton idée quand tu as lancé la création du podcast Les adultes de demain ? Il y a 4 ans, quand j'ai lancé Les adultes de demain, je pense qu'il y avait un sujet qui m'animait parmi les nombreux sujets qui me touchent, c'est le fait de changer le regard qu'on porte sur les enfants en tant qu'adultes. Je trouvais, dans notre culture, qu'on avait tendance à minimiser le poids de l'éducation sur l'adulte que l'on devient, et surtout le poids de l'enfance sur le futur de notre société. Et donc j'avais à cœur, avec les adultes de demain, de remettre au centre de nos sociétés l'enfance. Donc tu vois, c'est presque même politique. Moi, je crois vraiment que les enfants sont l'avenir de l'humanité, et il y a une citation de Maria Montessori qui me touche beaucoup, qui est que l'éducation est la plus belle arme de paix. Et je pense que c'est ça qui m'a animée dès le début avec les adultes de demain. Et il y a un second point, pas des moindres, c'est que je me rendais compte, grâce à mon histoire familiale et donc à mon réseau dans le monde de l'éducation, qu'il se passait des choses formidables sur le terrain, en termes d'éducation, de parentalité et des enfants, et que malheureusement, elles étaient très peu souvent valorisées ou médiatisées. Et donc, j'avais envie de valoriser celles et ceux qui changent le monde par l'éducation et qui donc témoignent à travers leurs actions souvent locales qu'on peut faire des choses extraordinaires avec les enfants. Et donc, je pense que c'est ce qui a fait que ça m'a donné l'envie, le courage et le dynamisme pour me lancer dans cette aventure il y a 4 ans. Oui, et du coup, de donner la parole et de la visibilité à toutes ces actions menées. Du coup, tu fais le lien avec ton histoire. Justement, tu as créé en tandem avec ta maman le podcast. Du coup, tu peux nous en dire un peu quelques mots et comment vous avez réfléchi ensemble ? Bien sûr. Alors, comme je te le disais, on a monté ce podcast avec ma mère il y a 4 ans. Donc, ma mère qui s'appelle Sylvie Descleb et qui a une certaine histoire dans le monde de l'éducation. Très rapidement, en fait, mes parents ont monté le premier établissement en France, Montessori, qui va de la maternelle jusqu'au lycée. Il y a plus de 30 ans, en fait, ils ont décidé de totalement changer de carrière à l'arrivée de mon frère aîné et de se dédier totalement à l'éducation de leurs enfants, mais aussi d'autres enfants, puisqu'ils avaient eux-mêmes très mal vécu leur scolarité. Et ils avaient à cœur d'offrir le meilleur à leurs enfants. Ils travaillaient dans le domaine de l'éducation ou pas du tout ? Pas du tout. Ils travaillaient dans l'immobilier. Ok, en effet, rien à voir. Et ils se sont découverts une passion, surtout pour la pédagogie Montessori, qui à l'époque était totalement méconnue. Moi, j'ai souvenir de parents d'élèves qui s'intéressaient à inscrire leurs enfants dans l'école de mes parents et qui demandaient à mes parents « Est-ce que vous n'êtes pas sûr que vous n'êtes pas en train de monter une secte ?» C'est ironique aujourd'hui quand on voit le succès qu'a la pédagogie Montessori en France, mais pas que. Et donc, l'éducation a toujours eu une place prépondérante au sein de ma famille. On est 5 frères et sœurs. J'ai 2 de mes frères et sœurs qui ont monté des écoles Montessori en France et moi maintenant qui suis dans l'éducation. Donc comme tu peux voir, c'est quand même un sujet qui nous anime. Moi, je me suis dit, ma mère a une expérience formidable dans le monde de l'éducation et dans les relations avec les enfants. Et pas uniquement d'un point de vue scolaire, puisqu'en fait, les pédagogies alternatives et Montessori, on y reviendra, c'est plutôt une philosophie de vie.
Et j'avais envie de m'associer avec elle parce que j'avais envie qu'elle partage son savoir. Et surtout, ce qui est quand même ironique, c'est que ma mère, qui est quand même donc plus âgée que moi, qui a maintenant plus de 60 ans, a en fait une communauté extrêmement engagée sur les réseaux sociaux, mais aussi via son blog. Et donc, je me disais aussi, ça me permettra d'avoir un petit coup de pouce dès le démarrage en termes d'écoute du podcast. Et moi, je venais ajouter une touche, je pense, de jeunesse, mais aussi de compréhension du monde de podcast qui est quand même pas accessible à tous. Et cette envie, moi, de creuser auprès de personnalités variées du monde de l'éducation pour pas faire que du Montessori, mais au contraire d'ouvrir à toutes celles et ceux qui visent à offrir le meilleur aux enfants. Du coup, toi, Stéphanie, en dehors du podcast, est-ce qu'il y a des choses que tu fais par ailleurs ? Voilà, tu dis que tu travailles dans le monde de l'éducation. Qu'est-ce que tu fais ? Quand j'ai lancé Les Adultes de demain, je travaillais dans le monde de l'entreprise. Je travaillais dans un grand groupe e-commerce international et je me suis occupée de lancer leur programme philanthropique en lien avec l'éducation. J'ai lancé le podcast en me disant « Je rêve un jour d'être à mon compte, de monter mon projet qui aura du sens, mais je me sens pas capable encore de tout lâcher et de me dédier à 100% à ce nouveau projet vertigineux. » Donc en fait, j'ai fait les deux en parallèle pendant quelques temps. Et puis, j'ai eu la chance que Les Adultes de demain fonctionnent bien et qu'on me sollicite pour d'autres missions, que ce soit dans la réalisation et la production de podcasts en lien avec l'éducation, mais pas que. Des conférences, de la création de contenu sur l'éducation et la parentalité, ce qui me permet aujourd'hui de réaliser mon rêve, d'être à mon compte et de vivre de mon projet qui a du sens. Et du coup, dans ce projet, dans la création des adultes de demain, qu'est-ce que tu as le plus appris ? Tant de choses. Déjà, évidemment, j'ai tant appris sur le monde des enfants. Je me suis rendu compte que c'est bien plus complexe que ce qu'on ne croit. Je me suis rendu compte qu'on avait énormément de croyances sur l'éducation. On a tendance à croire que beaucoup de choses de l'éducation sont véridiques parce que on les a vécues telles quelles dans notre enfance. Mais en fait, je me suis rendu compte que tout ça était souvent très culturel. Il y a tant d'exemples sur la punition, sur le sommeil, sur l'alimentation des enfants. En fait, c'est des choses qui se passent dans notre pays qui sont totalement différentes dans d'autres cultures. Devenir parent, c'était évidemment très instinctif. On le dit toujours, faire confiance à son instinct maternel. Mais pour moi, c'est aussi très scientifique. Alors là, je me permets de rebondir parce que l'instinct maternel n'existe pas. Ah, bah voilà. On le sait aujourd'hui. Bah tu vois, je devrais le savoir plus. L'instinct maternel, parental, non, n'existe pas, que c'est une construction à chaque fois et que c'est, voilà, le fait de devenir parent, c'est un bouleversement psychique, c'est un bouleversement identitaire et c'est un processus psychique. Voilà. Et qui va, alors, pour certains parents, se dérouler très facilement. Donc souvent, ces parents-là vont parler d'instinct, voilà, qu'il y a eu quelque chose de facile et de spontané. Mais voilà, on voit, et notamment chez des parents qui vont se retrouver en grande souffrance, voilà, que ce processus, il se retrouve grippé, coincé à certains moments. Voilà, mais que quoi qu'il se passe, il y a toujours un processus et c'est toujours une construction. Et je crois aussi beaucoup sur le fait de trouver le juste équilibre, et on y reviendra, sur le fait de s'informer sur ces sujets-là. Parce que, comme je te le disais, je pense que la chose principale que j'ai apprise, c'est la complexité du monde des enfants et à quel point en fait le monde des adultes et le monde des enfants n'a rien à voir. Et c'est ce que je trouve passionnant dans mon métier. Après, donc ça c'est sur le fond, et sur la forme, je dirais que j'ai évidemment tant appris sur le monde du podcast et sur l'entrepreneuriat. Et bon, ça, je pense que c'est pas un secret, mais que c'est un monde qui est difficile puisque dans la création de contenu, quand c'est gratuit, il faut sans cesse redoubler d'efforts, de créativité, d'imagination, pour continuer à se faire connaître, à créer du contenu qui plaît à notre audience, à survivre à la concurrence, à trouver des moyens de monétiser. Et ça, c'est un challenge intellectuel permanent. Bon, que tu sembles relever jusqu'à maintenant. Parce que j'essaye. Les adultes de demain continuent. Dans tous les épisodes, est-ce que s'il y en avait un qui t'a le plus marqué, ça serait lequel et pourquoi ? L'épisode avec André Stern, qui est une personnalité extraordinaire qui rentre dans aucune case. On pourrait pas dire qu'il est pédagogue, on pourrait pas dire qu'il est philosophe, mais en même temps, on pourrait dire tout ça en même temps. Et cette personnalité qui défend l'enfance depuis toujours et qui a eu d'ailleurs une enfance très particulière, je vous invite à lire ses ouvrages, a enregistré un épisode avec moi qui s'appelle « Nos enfants deviennent comme nous les voyons ». Et cette phrase se poursuit par « Et ils deviennent comme ils nous voient ». Et c'est tellement vrai. Et c'est une attitude, je trouve, qui nous partage une attitude qu'on devrait adopter vis-à-vis des enfants, qui est si véridique et qui permettrait de débloquer tant de choses dans la relation adulte et enfant. Mais
cet épisode m'a particulièrement marquée, mais il y a un épisode dernièrement qui m'a totalement bouleversée, qui est sorti début janvier. Et il s'agit de Lies Loufoque, qui est un ancien enfant de l'aide sociale à l'enfance, donc qui est un enfant qui a été placé de famille d'accueil en famille d'accueil et qui est devenu un grand activiste du monde de l'enfance. Et moi, c'est un sujet qui m'anime beaucoup maintenant. Comment est-ce qu'on politise davantage l'enfance? Et lui, à travers son récit, qui est évidemment semé d'épreuves, d'embûches, de violences, arrive à devenir un porte-parole de la protection des droits des enfants. Et cet épisode m'a totalement chamboulée. Donc voilà, j'ai triché, il y en a 2. Mais c'est OK de tricher. En tout cas, André Stern est venu aussi dans Parentalité. On avait parlé des rituels de l'enfance. Et en effet, il a un regard singulier et très riche et très différent de tout ce qu'on peut entendre et très lumineux. Et toi alors, le podcast, raconte-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette aventure ? Alors, moi, l'idée, elle a émergé en 2018. C'était le tout début du podcast en France. Mon objectif, ma volonté, on va dire, c'était d'une certaine manière d'ouvrir les portes de mon cabinet, c'est-à-dire avec les personnes que j'accompagne dans ma clinique quotidienne, dans les séances. Je transmets beaucoup d'informations parfois techniques, théoriques. Alors, dans mon jargon, on appelle ça faire de la psychoéducation. Et donc ça, c'est quelque chose qui a toujours été très présent dans ma clinique. Et donc, j'avais à cœur de me dire, tous ces parents que j'accompagne, qui se posent plein de questions, finalement, de transmettre au plus grand nombre des informations théoriques, fiables, justes, sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer, qui va les aider à traverser ce bouleversement dont je te parlais tout à l'heure, qui est le devenir parent, qui connaissent mieux ce processus et qui soient mieux armés pour pouvoir le vivre, le traverser. L'objectif final, qu'ils soient acteurs et les plus heureux possibles dans leur parentalité. Je crois que des parents heureux, c'est ce qui fait des enfants heureux. Il y avait vraiment cette volonté de transmettre de l'information, des outils, des ressources. Voilà, c'est vrai que j'invite beaucoup de mes patients à lire, à écouter d'autres podcasts, à s'informer. C'était aussi l'idée de regrouper des ressources et puis de les transmettre via le podcast. Et depuis, ton podcast est toujours un grand succès et tu continues ça de manière très assidue malgré ton métier qui te prend beaucoup de temps. Qu'est-ce que toi, t'as le plus appris de cette expérience ? Évidemment, je rebondirai sur ce que tu as dit, sur la complexité du monde de l'enfance, et notamment que moi, je suis psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. C'est-à-dire que moi, je m'occupe des parents, des bébés, un peu, mais je ne reçois pas d'enfants dans ma clinique. Donc, c'est vrai que tous les épisodes, alors là, je pense aux troubles 10, au développement du langage chez l'enfant, sur le harcèlement scolaire, la transidentité, des sujets qui touchent particulièrement les enfants, leur développement, ou les questions qui se posent plus spécifiquement par rapport à eux. J'avais des connaissances de base liées à mes études, mais ça m'a ouvert quand même tout un champ de réflexion, de connaissances, qui d'ailleurs, évidemment, a nourri mes réflexions personnelles. J'ai des enfants, donc il y a aussi des questions qui sont venues avec le fait que mes enfants grandissent. Mais ça nourrit aussi ma pratique clinique, c'est-à-dire que des parents qui vont me parler de leur enfant, il y a parfois des petites alertes sur le haut potentiel, l'hypersensibilité. J'ai appris davantage sur ces dimensions-là et que du coup, aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que ça a vraiment nourri ma clinique et me permet de encore mieux accompagner les parents. Ce qui est très intéressant aussi avec ton histoire de podcasteuse, c'est qu'elle est très différente de la mienne dans la façon dont tu t'y es prise pour le lancer. Est-ce que tu peux nous raconter aussi comment toi, ça s'est passé concrètement pour lancer ce podcast ? C'est marrant, tu dis podcasteuse, je me définis jamais comme podcasteuse, parce que pour moi, je suis avant tout psychologue clinicienne. Et qui anime et réalise un podcast, mais avant tout, je suis psychologue. Et c'est vraiment ça aussi, ma volonté dans le podcast, c'était de faire entendre des voix d'experts et de faire entendre cette dimension psychologique qui est si importante pour moi et qui me semble fondamentale, cette dimension psy dans tous les pans de notre vie et dont dans le pan de la parentalité. Alors comment je m'y suis pris ? Mon travail, c'est de recevoir des patients dans mon cabinet. Je suis également formatrice auprès de psychologues mais aussi de personnel soignant, donc j'interviens beaucoup dans les institutions hospitalières ou psychosociales. Je ne suis pas technicienne, je ne sais pas monter, je n'ai aucune idée de techniquement
vraiment, en gros, alors maintenant, si quand même, j'ai une petite idée de comment ça se passe, mais voilà, tout ça, c'est pas mon métier. Même ce qui est de l'ordre de la diffusion, de la communication, voilà, j'ai appris au fur et à mesure des années, mais quand j'ai commencé, j'avais pas du tout toutes ces connaissances-là. Je me suis dit, je peux pas le faire toute seule. Il faut que je trouve quelqu'un, une entreprise pour m'aider. Donc, à l'époque, j'ai sollicité plusieurs entreprises qui font du podcast. Et puis, j'ai rencontré Moustique Studio. Et voilà, avec Moustique, ça a été une belle rencontre. À l'époque, ils avaient d'autres podcasts, dont un podcast de conseil juridique, alors que le directeur de Moustique, Guillaume, m'avait présenté un peu comme d'utilité publique. Et parentalité, du coup, rentrait dans cette ligne éditoriale-là d'utilité publique. Donc déjà, cette idée-là me plaisait bien et que ça allait avec vraiment mon projet de vouloir diffuser de l'information de manière gratuite, facile d'accès au plus grand nombre. Guillaume m'a proposé qu'on fasse un partenariat. Donc eux, ils m'apportent toute la dimension technique et de diffusion. Et moi, j'apporte le fond des épisodes. Donc les experts, les thèmes, etc. Quand tu fais le bilan de cette belle histoire, est-ce qu'il y a un épisode qui t'a particulièrement marqué ? Alors déjà, quand je fais le bilan, je me dis ça fera 5 ans, au mois d'avril, que le premier épisode est sorti. Jamais, il y a 5 ans, tu m'aurais dit que j'en serais là, que je serais à pas loin de 130 épisodes. Jamais je l'aurais cru, vraiment. Le bilan, c'est aussi toutes ces rencontres, toutes les opportunités, les choses qu'il y a eu autour du podcast. Et là, je pense à la question de mon livre. Ouais. Alors peut-être que ça serait arrivé et autrement et d'une autre manière, mais je pense que quand même le podcast a été un accélérateur pour ce projet-là. Je dirais pas que j'ai un épisode. Ouais, c'est dur. C'est dur, c'est très dur de choisir, mais en tout cas, tu vois, tous les épisodes en lien avec les questions des violences faites aux enfants. Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'à chaque fois, ce sont des témoignages qui m'ont particulièrement touchée et je soulève et souligne le courage des parents qui sont venus témoigner parfois de choses vraiment très difficiles et très douloureuses. Et je les remercie vraiment de leur confiance. Donc il y a les témoignages et puis des sujets qui me semblent absolument essentiels de parler, de lever des tabous, d'apporter de l'information pour protéger davantage les enfants. Là, je pense à l'épisode sur les abus sexuels. C'est d'ailleurs un des épisodes qui est le moins écouté. Donc ça dit bien quand même quelque chose de notre société, de la difficulté d'entendre ces violences qui peuvent être exercées sur les enfants. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire sur ces sujets-là. Là, peut-être plus récemment, je pense, c'est les violences faites sur les enfants, mais c'est aussi les violences que les parents eux-mêmes ont subies, souvent quand ils étaient enfants. Ce qui me touche aussi particulièrement dans ces épisodes, et moi je le vois dans mon cabinet, je pourrais peut-être pas donner un pourcentage, mais j'aurais envie de dire 80% des personnes que j'accompagne ont subi des violences, et particulièrement dans leur enfance. Alors, ces violences, ça peut être de l'humiliation, c'est pas forcément des enfants battus, c'est pas forcément des coups. Voilà, cette violence, elle prend de multiples formes. Et je vois aujourd'hui l'impact de ces violences et l'impact qu'elles ont eu sur leur développement, sur la manière dont ils sont devenus adultes, et sur la manière dont ils deviennent parents. Et comment ça vient réactiver de la souffrance, générer de la souffrance. La majorité de ces parents ne se retrouvent pas en situation, évidemment, d'être maltraitants pour leur enfant ou justement, ils ont envie de faire autrement et de ne pas faire subir cette violence-là à leurs enfants. Ils sont vraiment dans cette démarche-là. Donc voilà, tous ces épisodes-là me touchent particulièrement. Et là, je pense plus particulièrement peut-être à un épisode qui est plutôt récent avec Emmanuel Ballet de Coqueromont sur la question de réajuster le lien à ses parents à l'âge adulte. Et puis on a fait un deuxième épisode ensemble plus récemment sur l'enfant intérieur. Moi, mon axe d'entrée, c'est quand même vraiment le parent. Et donc, qu'est-ce qui se joue en tant que parent? Qu'est-ce qui se réactive de sa propre histoire? Et comment on peut aller guérir, penser, soigner des blessures grâce aussi au fait de devenir parent. Il y a quand même une forme de réparation dans la parentalité. Si on prend du recul sur l'évolution justement de la parentalité, de la façon dont on a envie de nourrir le lien entre les parents et les enfants, je pense que le podcast illustre beaucoup de choses sur cette évolution et nos histoires et nos médias l'illustrent tout à fait puisque on fait quasiment le même nombre d'écoutes par mois, toutes les deux, environ 50 000. On peut être fiers de nous. Et c'est la preuve qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ce sujet-là, et de plus en plus. Est-ce que tu as l'impression que les parents aujourd'hui sont plus engagés dans leur rapport à l'éducation ? Alors j'ai envie de répondre oui,
Et en même temps, en répondant ça, je me dis tous les parents peut-être de la génération de mes parents qui pourraient s'offusquer en disant « mais j'étais très investie ». Alors en effet, en répondant oui, ça ne veut pas dire que les parents d'avant, et je crois que l'exemple de tes parents aussi, c'est un bon exemple de que ces préoccupations-là, je pense qu'elles ne datent pas d'aujourd'hui ou d'il y a quelques années. Voilà, je pense qu'elles sont quand même présentes déjà chez les philosophes. Au siècle des Lumières, ces questions autour de l'éducation étaient déjà présentes. Donc, mais en tout cas, je pense qu'il y a des choses dans l'évolution sociales qui ont changé et évolué. Et qu'il y a eu quand même plusieurs tournants. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'un des premiers tournants, ça a été, alors je le nommerais comme ça, l'effet Dolto. Le bébé est une personne qui a quand même amené, et le fait qu'elle parle à la radio, la jeunesse du podcast, finalement, ça a quand même été un passage important par rapport au regard qu'on porte sur les enfants et à la manière dont on les éduque. Après, il y a toute la question, tu vois, de l'évolution des sciences sociales, de la psychologie de l'enfant, voilà, le fait qu'on ait plus de connaissances sur le développement de l'enfant, l'importance de la dimension affective, émotionnelle. Et puis, en parallèle de ces évolutions scientifiques, il y a le fait que la parentalité est aussi devenue, et là c'est peut-être plus récemment, un enjeu de réussite. Il y a vraiment une dimension de performance, de réussite qui est très très forte. Alors, je pense que ça, c'est en lien avec, et j'en parle dans mon livre, en lien avec l'émergence du désir d'enfant, voilà, qui est quelque chose d'assez récent et qui est vraiment en lien avec l'évolution de la contraception, de l'IVG. À partir du moment où on peut contrôler les naissances, on choisit aujourd'hui en tout cas d'avoir des enfants. C'est un choix conscient, délibéré. On fait aussi moins d'enfants qu'autrefois. Donc l'enfant est devenu plus précieux. Donc on a à cœur de lui transmettre le meilleur, qui se développe au mieux. Et puis on a à cœur, dans notre monde quand même, qui est vécu, perçu comme allant de plus en plus mal, en tout cas étant très difficile, très hostile. Voilà, on souhaite transmettre évidemment à nos enfants tout ce qu'il y a de meilleur pour qu'ils puissent réussir dans ce monde-là. Je pense qu'il y a aussi vraiment des enjeux, au-delà des enjeux que je viens de dire, mais aussi des enjeux narcissiques, c'est-à-dire que quelque chose en lien avec cette société de performance. Tu vois, on doit être performant dans son travail, on doit être performant dans sa parentalité, voilà, on doit être perçu comme un bon parent, celui qui fait bien. Voilà, et ça, narcissiquement, ça nous remplit. Mais du coup, ça amène plein d'injonctions, de pression. Je pense que quand même tout ça, ça favorise le fait quand même que les parents sont plus engagés, sont plus soucieux et plus à l'écoute de ce que vivent leurs enfants. Si je peux ajouter un point là-dessus aussi, c'est que je pense aussi que l'éducation a une visée plus politique qu'avant. Et je pense que quand on devient parent, quand on réfléchit à l'avenir de nos enfants, on réfléchit aussi à l'avenir de notre société. Et je pense qu'on se demande beaucoup plus quelle société on souhaite laisser à notre avenir, puisqu'évidemment les enfants sont l'avenir de notre société. Et donc je pense que ça aussi vient en fait faire évoluer cette situation autour de la parentalité. Et je pense que ça fait un lien aussi important avec l'explosion du développement personnel. Et d'ailleurs, ça concerne aussi beaucoup le podcast. On le voit, le développement personnel, je pense que c'est la catégorie la plus écoutée en termes de podcast. C'est qu'on est vraiment dans cette quête de bien-être et de bonheur. Et comme tu le disais, je pense que l'avenir est de plus en plus angoissant. On comprend de moins en moins la tournure que le monde prend. Et je pense que du coup, la parentalité et l'éducation participent à cette quête de bien-être et de bonheur pour soi, évidemment, puisqu'on souhaite de vivre des relations apaisées à la maison, mais surtout pour nos enfants. On leur souhaite d'être armés et surtout d'être épanouis pour affronter tous ces challenges qui sont parfois extrêmement vertigineux. Est-ce que tu penses que ça veut dire quelque chose sur la place de l'enfant dans notre société ? Oui. La place de l'enfant, en tout cas, a beaucoup évolué. Je parlais de Dolto, le bébé est une personne. Je pense qu'on tend, même si c'est pas encore toujours parfait, et qu'on voit bien qu'il y a encore aujourd'hui des désaccords, des affrontements justement dans les différents regards, les différents modèles qu'il peut y avoir, les différents regards qu'on porte sur l'enfant. Alors il y a ce regard de l'enfant roi à qui on laisserait faire tout ce qu'il veut, le modèle de l'enfant qui est complètement
enfant soumis et qu'il faudrait soumettre l'adulte à autorité sur l'enfant et que l'autorité serait quelque chose de bien et de favorable pour l'enfant. Et puis, ce modèle de l'enfant qui est considéré comme une personne à part entière, qui a des besoins spécifiques, qu'on va respecter, écouter, accompagner. Ces modèles, ils coexistent ensemble, ils se frictionnent les uns avec les autres. On est plutôt sur le chemin de cette évolution vers un modèle de la prise en compte pleine et entière de l'enfant, même s'il y a encore beaucoup à faire. En tout cas, je dirais qu'il y a quand même une chose qui a évolué et qui n'existait pas avant, c'est le fait que les parents aujourd'hui créent des liens d'intimité avec leurs enfants. On est moins dans un rapport hiérarchique de dominant à dominé d'une certaine manière, mais plus dans un rapport vertical, même si de toute façon il y a toujours une inégalité entre parents et enfants, de fait. Il y a un lien d'intimité, de partage, de proximité qui est beaucoup plus grand et qui d'ailleurs, je crois, n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui dans l'histoire de l'humanité. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique au monde d'aujourd'hui. Je suis obligée de parler de l'évolution des pédagogies alternatives, puisque c'est là tout l'enjeu aussi de l'éducation nouvelle. Alors, je connais bien la pédagogie Montessori, puisque j'ai baigné dedans pendant toute mon enfance, mais il n'y a pas que Montessori, il y a évidemment Freinet, De Crowley, etc. Tous ces grands penseurs de l'éducation nouvelle. On parle d'éducation nouvelle, mais au final, elle n'était pas si nouvelle que ça. Mais en fait, elle est beaucoup plus médiatisée maintenant. C'est que justement, ils ont réfléchi au fait d'annuler cette relation très hiérarchique entre l'adulte et l'enfant et plutôt de retrouver une relation horizontale. Alors évidemment, la bienveillance est au cœur des projets pédagogiques de ces penseurs, mais surtout, on place l'enfant au cœur des apprentissages. Et c'est ce que je trouve qui est très intéressant si on fait le parallèle entre l'évolution de la parentalité ou l'évolution de l'éducation scolaire, c'est qu'on réfléchit beaucoup plus aux besoins premiers de l'enfant. Et c'est ce qui est passionnant avec ces pédagogies, c'est que on souhaite offrir un accompagnement individualisé des enfants, on s'adapte à leur rythme et donc au final, ils deviennent centraux dans les projets des apprentissages. Et je trouve que c'est parmi les nombreux symptômes qui prouvent que les choses vont dans le bon sens, entre guillemets, pour les enfants, parce que moi je crois vraiment que c'est ce qui est le meilleur pour les enfants. Mais certes, il reste encore beaucoup à faire, puisque ce qu'on a quand même observé dernièrement, avec les nombreux débats médiatiques autour de la parentalité, c'est que je trouve qu'on a quand même beaucoup l'impression, en France, que l'éducation traditionnelle reste encore prédominante dans les foyers. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est quand même une réalité, qu'il y a des croyances très très ancrées en France, et ce qui peut d'ailleurs amener le sentiment qu'il y a un décalage, c'est certainement, alors je ne suis pas une spécialiste de ce qui se passe au Canada, en Suède, qu'on prend souvent en exemple, sur beaucoup de points par rapport à ces pays, on est en décalage, ou en tout cas on n'est peut-être pas aussi avancé, et notamment sur les questions d'éducation. Alors je ne sais pas s'il y a plus d'études qui sont faites dans ces pays, est-ce que les enfants sont plus heureux dans ces pays-là qu'en France ? Bon là il faudrait des outils pour pouvoir mesurer ces choses-là, mais en tout cas, c'est sûr qu'en France, et je pense qu'en France, il y a quand même une culture très forte, très ancrée en lien avec la psychanalyse, et que la psychanalyse, elle porte quand même un regard sur l'enfant qui est, c'est peut-être très schématique, certainement plein de psychanalystes ne seront pas d'accord avec moi quand je vais dire ça, mais c'est souvent comme ça que c'est perçu et retraduit par les parents, que l'enfant est un être de pulsion qu'il faut venir maîtriser, contrôler et donc soumettre. Et ça, je pense que c'est quelque chose, cette dimension de l'obéissance et cette valeur d'obéissance qui est prônée comme un enfant obéissant en France, c'est un enfant bien élevé, presque qui irait bien. Ça renverrait une image de bons parents puisque leur enfant est obéissant et se tient correctement. Et là, j'aime beaucoup, et si les personnes ont envie de creuser cette thématique-là, c'est d'aller voir le travail de Marion Querc. Alors Marion Querc, elle est spécialiste de l'éducation et elle a vécu en Suède. Donc elle a vraiment une connaissance intéressante. Et il y a quelques jours, elle a posté sur son compte Instagram où il y avait le titre d'un livre français et le titre d'un livre en Suède qui s'adresse aux parents. Et le titre français, c'est « 101 règles pour se faire obéir ».
Donc où là, en France, et c'est vrai que beaucoup de titres, File dans ta chambre, beaucoup de titres de livres vont dans ce sens, prônent vraiment l'obéissance comme une valeur éducative, alors que le titre en Suède, c'était Grandir et non pas obéir. Où là, finalement, en Suède, l'obéissance est plutôt vue comme une valeur éducative dangereuse, puisque la société va plutôt dans le sens de la coopération. En France, il y a quand même cette idée de l'obéissance qui reste très, très ancrée, qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas... alors c'est le fameux débat, la question des limites et du cadre. Dans l'évolution de la psychologie et de la parentalité positive, il y a eu beaucoup de vulgarisation, il y a beaucoup de choses qui se sont perdues, mais que initialement, la question du cadre et des limites, elle est bien présente. Après, c'est qu'est-ce qu'on appelle cadre. Ouais. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, sur ce que j'observe chez mes patients, les personnes que j'accompagne, pour la majorité d'entre eux, ils ont reçu une éducation. On leur a demandé d'obéir. Moi-même, d'ailleurs. J'ai pu voir déjà sur moi l'impact que ça a eu de soumission, de mettre un chapeau sur ce que je pouvais ressentir, de pas prise en compte de mes émotions, de mon vécu, de mes aspirations. Donc, je vois bien comment certaines personnes ont pu mettre de côté et à quel point ça peut les faire souffrir ou les mettre en difficulté aujourd'hui. Donc voilà, je pense vraiment qu'il y a quelque chose dans le fait d'écouter, de respecter, de permettre à l'enfant de s'exprimer pleinement, ce qui ne veut pas dire forcément déborder, que c'est quelque chose qui va aider à son développement et que si en plus ça on peut le faire avec de moins de violence possible. De fait, la violence, elle est intrinsèque en chaque être humain. Donc est-ce qu'on peut totalement l'annuler? Peut-être pas, mais en tout cas on peut travailler pour qu'il y en ait moins et le moins possible. Je crois qu'on peut dompter ça d'une certaine manière. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Sur Marion Querc, moi, c'est quelqu'un que j'adore et instant promo oblige. Je l'ai interviewée dans le podcast et elle en parle magnifiquement bien. Et je trouve que le parallèle qu'elle fait avec la Suède est extrêmement intelligent pour justement montrer que ailleurs, ça peut se passer autrement, mais je te rejoins tout à fait. Je trouve que cette culture de l'obéissance, de la punition, est présente partout, en fait, encore dans notre société. On parle de parentalité, mais si on parle de l'école, récemment, le gouvernement a souhaité réfléchir à des punitions pour les parents qui seraient défaillants. C'est dire dans quel état d'esprit on est vis-à-vis de l'éducation. Et moi, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses inverses qui se passent pour changer notre culture de la punition. Qu'est-ce que tu as vu justement, alors parce que tu l'as vécu aussi personnellement, mais que ces pédagogies nouvelles, alternatives, voilà, quels impacts elles ont sur la relation parent-enfant ? Ça change beaucoup de choses. Comme je te le disais, en tout cas moi de ce que je connais de la pédagogie Montessori, on ne pense pas que l'enfant est quelqu'un de mauvais qu'il faudrait venir dresser. Au contraire, moi j'aime bien l'image par exemple du porte-avions. C'est qu'en tant qu'adulte, on est le porte-avions qui aide l'enfant à décoller de ses propres ailes et à s'épanouir pleinement. Ce que je trouve formidable dans ces pédagogies, c'est qu'on ne place pas nécessairement la priorité sur les résultats académiques. Alors certes, l'objectif est d'avoir le bagage académique pour passer par exemple tous les examens. Moi j'ai passé le brevet, le baccalauréat, on me pose souvent la question. Donc je préfère le préciser, j'ai fait des études supérieures, voilà, je ne suis pas un être marginalisé. Mais avant... Oui, ou ceux qui réussissent le mieux à l'école ou le moins bien à l'école, c'est pas forcément ceux qui ont des vies professionnelles les plus riches ou épanouissantes. Alors là, il y a la question du vécu, mais je pense en terminale, moi, voilà, il y avait un ami, tout le monde lui disait qu'il aurait jamais son bac, qu'il était nul. Bon, aujourd'hui, il fait une grande carrière. C'est ça, ouais. Donc, bon... Et c'est ce que je trouve formidable dans ces pédagogies alternatives, c'est qu'on nous apprend à développer avant tout la confiance en soi et l'autonomie, et de faire confiance à ses propres talents, puisque chaque enfant a un talent. Chaque enfant est capable de grandes choses, et en aucun cas, il est question d'entrer dans un moule, d'être normalisé. Au contraire, on est très individualisé. Et c'est ce que je trouve extrêmement fort, puisque c'est la preuve que cela va au-delà du simple projet éducatif. C'est un projet de société. Comment est-ce qu'on trouve sa propre place ? Comment est-ce qu'on se fait confiance pour contribuer de la meilleure manière pour soi au monde ? Et donc, pour moi, c'est des outils extraordinaires et c'est souvent ce que je dis sur les pédagogies alternatives et
là en l'occurrence Montessori, c'est que pour moi, c'est une attitude que l'on adopte vis-à-vis des enfants. Avant même le matériel Montessori, les écoles, etc., c'est quelle attitude on veut adopter vis-à-vis des enfants, et c'est avant tout une attitude d'extrême confiance et de bienveillance. Et donc, moi, je vois très positivement le boom que vivent ces pédagogies alternatives. Alors parfois, ça en devient un argument très marketing, mais ça éveille la curiosité des adultes qui n'ont pas vécu ces pédagogies, et ça donne envie de creuser le sujet et d'offrir quelque chose de différent à ces enfants. Donc, moi, c'est ce qui me donne beaucoup d'optimisme sur tout ça. Mais quel impact tu dirais que ça a eu sur toi et tes frères et sœurs ? Si je parle de mes frères et sœurs, mais aussi de tous les enfants devenus grands qui sont passés par les systèmes plutôt alternatifs, il y a Julien Perron qui a réalisé une étude à ce sujet. Et même s'il est très difficile d'identifier un facteur commun entre tous ces enfants qui sont passés par un système différent, il y en a bien un, c'est la liberté. Je pense qu'en développant cette autonomie, cette confiance en soi, cette force de suivre ses convictions, ça fait de nous des êtres qui sont éminemment libres. Alors pour le meilleur et pour le pire, hein. Mais tu vois, moi c'est frappant, j'ai 4 frères et sœurs, donc on est 5. 4 sur 5 sont entrepreneurs à leur compte, puisque je pense qu'on nous a appris à souhaiter façonner notre vie en fonction de qui on est. Et donc c'est souvent plus difficile d'intégrer une structure sur des postes plus normalisés, puisqu'au fond, on nous apprend à suivre notre cœur, en fait. C'est tout bête, mais c'est ça. Et à pas vous soumettre pour rejoindre. Exactement, exactement. Donc se soumettre à une hiérarchie, c'est pas forcément simple. Donc je pense que nous, ça a fortement cultivé cette quête de liberté. Je pense que ça nous a donné une grande confiance dans l'adulte, puisqu'en fait, durant toute notre scolarité, par exemple, on tutoyait nos professeurs, on s'appelait par nos prénoms, on avait un rapport de proximité extrêmement fort, pas une grande appréhension à devenir grand, comme ça peut se passer malheureusement chez beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et donc je pense que c'est ce qui nous caractérise le plus parmi toutes les différences qu'on a vécues en termes d'apprentissage durant notre enfance. C'est chouette, évidemment ça me touche beaucoup ce que tu partages, parce que moi je peux entendre beaucoup de cette idée que les enfants qui sont passés par des systèmes alternatifs, qui ne s'adaptent pas, désadaptés finalement au monde, alors que là tu témoignes plutôt de l'inverse, que c'est presque une suradaptation au monde. C'est ça. En même temps, ce qui est paradoxal, c'est que le monde, si on fait un peu de philosophie, je trouve, tend à nous faire rentrer tous dans des moules, à nous normaliser, et quand on rentre pas dans le cadre, souvent on est exclu. Alors nous, on nous apprend justement à pas rentrer dans le cadre. Donc c'est un peu un combat permanent de justement ne pas être exclu, mais de suivre sa propre voie et son propre cheminement, et de lutter contre cette normalisation qui malheureusement fait souffrir beaucoup d'enfants, je pense. Nous, on transmet tout ça grâce au podcast et grâce aux fabuleux invités qu'on a à notre micro. Pourquoi, selon toi, le podcast est un média qui est tant investi par les futurs parents, par les passionnés d'éducation ? Alors là, je pense qu'il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Tout d'abord, le podcast, c'est un média qui parle au creux de l'oreille. Donc il y a vraiment une dimension de l'intimité qui vient toucher émotionnellement. Et quand, je pense, on est touché émotionnellement, et d'ailleurs au tout début des podcasts, avant qui est ton podcast, mon podcast, les premiers podcasts, c'était vraiment autour de témoignages. Et on voit avec le succès, notamment de Bliss Story, pour ne citer que lui, mais où ça n'est que du témoignage, mais le succès dit bien quelque chose. On écoute une histoire, on est transporté par cette histoire, on est touché, on s'identifie, et tout ça au creux de notre oreille, au plus profond de notre intimité. Ouais, exactement. On dit que le podcast est le média de l'intime. Ouais, tout à fait. Donc je pense qu'il y a vraiment cette dimension-là. Après, peut-être que c'est plus facile aussi d'écouter un podcast qu'on va écouter pendant ses transports, en épluchant les légumes, en faisant la vaisselle, que en lisant un livre. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose de plus facilement accessible. Ça, d'une certaine manière, ça demande un petit peu moins d'efforts. Et puis qu'il y a une très grande variété aujourd'hui, donc ça permet aussi aux parents de choisir d'aller écouter ce qui les intéresse, mais aussi de se laisser surprendre, d'aller découvrir aussi dans le domaine de l'éducation des choses qu'ils ne connaissent pas. Moi, il y a beaucoup de parents qui me disent « j'ai découvert tel ou tel sujet dont j'avais absolument pas conscience ». Je peux rajouter aussi que
En effet, c'est un média de l'information sur la parentalité, mais je pense beaucoup à un média d'inspiration. Et comme tu le disais, le podcast donne vraiment l'opportunité d'écouter des témoignages et donc d'avoir une attention sur le temps long. Et c'est ça qui est assez particulier, c'est qu'au final, quand on se lance pour écouter un épisode de podcast, on le voit bien, nous, on réalise des épisodes qui sont plutôt longs et les gens vont prendre le temps de creuser le sujet, souvent de transposer leur histoire à celles qui sont racontées. Tu as parlé évidemment de Bliss. L'effet Bliss est extraordinaire puisque, en fait, grâce à Bliss, tous les sujets autour de la grossesse ont été évoqués de manière très intime et je pense que ça a permis de libérer beaucoup de tabous sur des sujets, là en l'occurrence en lien avec la grossesse, mais ça continue avec la croissance de l'enfant. C'est qu'en fait, on peut facilement transposer son histoire à d'autres et se sentir moins seul, quand bien même tout ça se passe dans nos oreilles. Tous les podcasts qui illustrent les histoires autour du parcours de PMA. Alors toi, tu connais bien ce sujet-là, mais je pense que c'est si rassurant d'entendre que d'autres le vivent et qu'ils le partagent sans tabou. Ça permet une grande transparence. Il y a un autre point aussi, moi, qui m'intéresse beaucoup sur l'effet podcast, parentalité et la croissance de tout ça. C'est aussi les pères. On sait que les pères s'investissent de plus en plus dans l'éducation des enfants. Et par exemple, Histoire de Daron de Fab Florent est quand même un podcast de très grand succès qui raconte des témoignages de pères et de comment ils vivent leur parentalité. Je trouve que ça permet vraiment, au final, d'offrir une forme de soutien, puisque à côté de ça, il y a des communautés qui sont créées, qui sont animées. Bliss organise des spectacles, organise un festival, donc c'est des rencontres. Ça devient un vrai outil, en fait, pour aider, pour se sentir moins seul et pour transmettre. Ouais, et cette puissance du partage, de se sentir, comme tu dis, moins seul, de ne pas être isolé par rapport à des difficultés dont on n'oserait pas parler, puisqu'il y a cette dimension, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, de performance, il faut réussir. Donc s'il faut réussir, je ne vais pas parler de mes doutes, je ne vais pas parler du fait que j'ai crié sur mon enfant. Et finalement, d'entendre des témoignages de parents qui vivent ça, qui traversent toutes ces difficultés-là, en effet, c'est extrêmement porteur. Et en effet, de lever des tabous. Voilà, il y a eu plein de tabous de lever autour de la grossesse, de la PMA, du deuil périnatal. Voilà, il y en a encore à lever, voilà, pour rejoindre mon cheval de bataille sur les violences faites aux enfants et sur la prévention des abus sexuels ou de toutes les violences faites aux enfants. Mais je suis sûre que le podcast va continuer de contribuer à ça. Tout à fait. Et il y avait une donnée qui était partagée au dernier Paris Podcast Festival que je trouvais très intéressante. C'est qu'au final, quand les gens écoutent le podcast, ce média les met dans une atmosphère très feel-good. Contrairement, tu vois, par exemple, à la télé, qui est vue comme un média assez anxiogène, le podcast, c'est vu comme un média du bon, du bienveillant, du bien-être. Et je pense qu'en parentalité, c'est ce dont on a besoin. Puisque, comme on le sait, il y a énormément de culpabilité, d'injonctions, il y a énormément d'informations contraires. Et au final, je pense qu'on a aussi un peu besoin de se faire du bien dans sa parentalité. Là, tu parles des injonctions et je crois que c'est aussi toute la difficulté. Je ne sais pas si toi, c'est une question que tu te poses, mais moi, c'est une question que j'ai toujours un peu en arrière-fond, c'est-à-dire en abordant tous ces thèmes, en invitant tous ces experts. À la fois, je transmets beaucoup d'informations, mais est-ce que aussi je rajoute pas une pièce à la machine des injonctions ? C'est pas simple parce que c'est comment trouver le juste équilibre dans cette gestion des informations. C'est ce qui fait peur aussi autour, je trouve, de la création de contenu. Alors, on parle beaucoup du podcast, parlons des réseaux sociaux. Bien sûr, ça a permis de lever beaucoup de tabous, de libérer la parole sur de nombreux sujets. On n'a pas parlé du postpartum, la dépression du postpartum, mais grâce au podcast, en fait, on a mis des mots sur ces sujets importants en lien avec la parentalité. Mais je trouve qu'on est tombé dans un autre écueil, qui est celui de la surinformation. Comment est-ce qu'on fait le filtre entre la bonne et la mauvaise information? C'est toute la difficulté. Qui est expert pour nous donner des conseils sur notre façon de gérer nos enfants? Et on a abordé ces questions-là avec Héloïse Junier dans un épisode sur les croyances autour de l'éducation, en effet. C'est pas simple. C'est pas simple parce que on est happé par ce contenu, qu'on a envie de bien faire et que souvent, c'est devenu une opportunité malheureusement très business pour certains. Et je trouve que c'est délicat parce que les enfants sont précieux.
Et l'impact qu'on a en termes d'éducation est importante, même si ça fait peur, même si ça peut nous culpabiliser. C'est vrai qu'on a un impact important sur le devenir de nos enfants. Il ne faut pas minimiser le poids qu'on a. C'est toute la difficulté, je trouve, dans cet essor du podcast. C'est à qui on fait confiance. À nous, évidemment. Pour toi, Stéphanie, qu'est-ce qu'il reste à faire dans le domaine de l'éducation ? Tant de choses. Tu as parlé de la violence. Moi, je suis d'accord avec toi. La violence, il y en a encore beaucoup trop. On parle beaucoup des violences sexuelles. Moi, je suis évidemment très touchée aussi par toutes les violences morales vis-à-vis des enfants. Moi, il y a un autre sujet qui me touche beaucoup, c'est comment est-ce qu'on replace au centre de notre société les enfants. Je trouve qu'en fait, c'est les grands oubliés de notre société. Quand tu regardes toute l'actualité, notamment politique, qu'au final, les sujets autour de l'enfance sont souvent mis à l'écart. Tu vois la crise, par exemple, de l'éducation nationale. Je pense qu'il n'y a personne qui méconnaît cette situation. Et pour autant, il n'y a pas de grandes décisions, de grands changements qui sont pris, alors même qu'on parle de l'avenir de nos enfants et même de l'avenir des enseignants. Et de l'avenir de la société. Exactement. Et donc moi, je pense qu'il faut continuer à parler des enfants, à militer pour le droit des enfants, à faire en sorte que tous les sujets qui touchent à l'enfance, scolaire, parentalité, la famille, soient placés au centre de notre société. Récemment, j'ai enregistré un épisode que j'ai adoré avec Leïla Benoît qui parle de la fin de la domination de notre société vis-à-vis des enfants avec la création du mot infantisme. Elle, de manière un peu provocatrice, propose de donner le droit de vote aux enfants. Écoute, moi, je pense que ce serait un bon projet à mettre en place dans le monde de l'éducation, ou en tout cas à réfléchir pour l'avenir de nos enfants. Oui, parce que souvent on parle d'éducation, on parle des enfants, mais ce sont les adultes qui parlent et pas les enfants eux-mêmes. Exactement. Toi, tu vois quelque chose d'autre à faire ? Je rejoins, on va dire, tes combats et aussi tes aspirations. Je crois vraiment ces questions autour des violences, même quand on croit qu'on ne pense pas être violent, parfois c'est plus insidieux. En tout cas, de pouvoir réfléchir, se regarder, se questionner. La remise en question, en effet, parfois, elle est un peu douloureuse, mais elle va toujours vers du mieux. Après, peut-être, je dirais que pour moi, il y aurait une limite, tu vois, au podcast. C'est dans cette transmission d'informations, c'est toujours après comment on la met en œuvre. Comment on passe de la théorie à la pratique. Et pour le coup, et là je le vois aussi dans mon parcours, mais chez les personnes que j'accompagne, c'est l'expérience qui permet réellement le changement. Donc, on peut écouter plein de podcasts, être très informé, avoir des références. Mais concrètement, voilà, une fois qu'on a écouté un épisode, qu'est-ce que je vais mettre en œuvre ? Comment je vais passer à la pratique, à l'action ? Et ça, je crois que c'est une dimension que certainement impulse le podcast, mais qui reste de la responsabilité de chacun. Bien sûr. Voilà, comment, en tant que parent, qu'est-ce que je veux pour mes enfants et comment je vais le mettre en œuvre ? Et ça demande une gymnastique intellectuelle importante. Un très grand merci Stéphanie pour notre échange. C'était vraiment super de partager avec toi sur toutes ces questions. Je propose toujours des ressources à la fin de mes épisodes, des lectures, podcasts, vidéos ou autres. Si toi, il y a un livre qui t'a particulièrement marqué ou une vidéo ou un épisode de podcast, qu'est-ce que tu aurais envie de nous recommander ? Je vais faire le parallèle avec l'épisode que j'ai mentionné juste avant. C'est le livre de Leïla Benoît qui s'appelle « Infantisme » aux éditions du Seuil. Elle aborde de différentes manières comment est-ce que notre société discrimine nos enfants, que ce soit d'un point de vue culturel, social, politique, écologique. Et je trouve le propos d'une justesse extraordinaire. Et moi, il m'a beaucoup touchée. Alors, si vous avez envie de réfléchir plus profondément sur la place qu'on souhaite donner à nos enfants dans notre société, je vous invite vraiment à lire ce livre. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à toi, Mathilde.